Après avoir financé sa marque pendant 12 ans, mon mari m'exclut de sa soirée de peur que je ne l'humilie. Trahi, je l'observe depuis ma voiture et passe un coup de fil fatal pour dénoncer ses permis manquants. Tu vas me humilier devant les investisseurs, a-t-il dit. Ce fut le moment exact où j'ai compris que 12 ans de ma vie avaient été discrètement classés comme utiles, mais plus nécessaires. Permettez-moi de revenir en arrière. Mon mari et moi nous sommes rencontrés lors d'une conférence de design à Paris. J'avais 26 ans, je venais de sortir de l'École nationale supérieure des arts décoratifs, je faisais du travail de branding en freelance et je mangeais beaucoup de pâtes parce que le loyer dans le Marais n'était pas donné. Il avait cette énergie, le genre qui remplit une pièce sans effort. Il lançait une ligne de vêtements éthiques, autofinancés, véritablement passionné par l'approvisionnement responsable. Je croyais en lui avant de croire en moi, ce qui, je le comprends maintenant, était tout le problème. Nous nous sommes mariés 3 ans plus tard lors d'une petite cérémonie à la campagne, en Normandie. Ma mère a pleuré. Sa mère a fait un discours sur la chance qu'il avait. Je me souviens avoir pensé, oui, il l'est. Ce que je ne comprenais pas à 29 ans, c'est que certaines personnes reçoivent la dévotion comme une ressource. Elles la stockent, l'utilisent quand elles en ont besoin. Et au moment où elles n'en ont plus besoin, elles vous reclassent. Les premières années, j'étais tout pour lui. Sa confidente à minuit, sa directrice artistique sans le titre, son fonds d'urgence lorsque la ligne a failli s'effondrer après qu'un mauvais fournisseur de tissus lui ait coûté 40 000 € en 2016. J'avais un petit héritage de ma grand-mère. Elle m'avait laissé 62 000 € en obligations, et j'en ai transféré 40 000 sur le compte de l'entreprise sans qu'il me le demande 2 fois. Il a dit qu'il me rembourserait. J'ai dit, nous sommes mariés. Ça n'a pas d'importance. J'aurais dû écouter plus attentivement ce que je disais. J'ai conçu son identité de marque, chaque itération de logo, chaque lookbook, chaque étiquette. Quand il présentait aux acheteurs au salon du prêt-à-porter de Paris, je me suis assise dans la salle de bain de l'hôtel la nuit précédente et j'ai réécrit tout son dossier car l'original ressemblait à un communiqué de presse de 2009. Il est entré le lendemain matin et a dit « C'est parfait ». Et je n'ai rien dit, sauf que j'étais contente. J'ai réduit ma propre charge de travail pour être disponible pour lui. Pas parce qu'il l'a demandé. Il n'a jamais eu à demander. J'avais construit tout mon sens du but autour de son progrès. Mes revenus de freelance sont passés d'environ 80 000 € par an à environ 30 000. Je me suis dit que c'était temporaire, que lorsque son entreprise prendrait de l'ampleur, nous prendrions de l'ampleur ensemble. En 2022, il avait pris de l'ampleur. La marque était stockée dans des boutiques haut de gamme à travers Lyon, Marseille et Bordeaux. Il y avait un profil dans une publication française sur la mode. Il a été invité à prendre la parole lors d'un panel sur la fabrication éthique lors d'un sommet sur le développement durable à Bruxelles. J'ai regardé depuis le public et j'ai ressenti cette fierté particulière et vide que l'on ressent lorsque quelqu'un d'autre est félicité pour quelque chose que l'on a aidé à construire. Il a cessé de me présenter lors des événements de l'industrie à cette époque. La première fois que c'est arrivé, j'ai pensé que c'était accidentel. Nous étions à une soirée de lancement pour une marque collaboratrice et il se déplaçait dans la pièce en saluant les gens pendant que je le suivais d'un demi-pas. Personne ne sait que je suis là, ai-je pensé, puis j'ai pensé, il le sait et ça lui va très bien. J'en ai parlé en rentrant à la maison. Il a dit que je voyais des choses, que je faisais toujours ça, que je faisais une montagne d'une taupinière. J'ai laissé tomber parce que nous étions fatigués et je n'avais pas l'énergie d'avoir raison. C'est arrivé de nouveau lors d'une avant-première de presse au printemps, puis lors d'un dîner de gala où il était assis avec des acheteurs d'un distributeur de Bordeaux et moi à la table voisine avec des gens que je n'avais jamais rencontrés, mangeant du saumon et consultant mon téléphone. J'ai commencé à comprendre quelque chose sur moi-même dans ces pièces. Je m'étais rendue si petite et si utile que j'étais devenue invisible. Pas pour lui, non, il avait encore besoin de moi. Mais pour la version de notre vie qu'il construisait et présentait au monde. J'étais en coulisses. Le jour où il m'a parlé du lancement, il était excité d'une manière que je n'avais pas vue depuis des années.
Sa marque avait été sélectionnée pour être la tête d'affiche d'un pop-up phare dans un grand espace commercial conceptuel au centre de Paris, l'une de ces expériences de vente au détail haut de gamme et soignée qui sont chroniquées dans Architectural Digest et partagées à l'infini sur Instagram. C'était un événement de 3 jours avec une soirée d'ouverture. Des investisseurs venaient de Lyon. Un acheteur d'une boutique new-yorkaise, la presse. C'était, à tous égards, son moment. Je veux que tout soit parfait, a-t-il dit à la table de la cuisine, l'ordinateur portable ouvert, le tableau d'ambiance affiché à l'écran. J'ai reconnu 3 des références visuelles sur ce tableau parce que je les lui avais envoyées en 2021. Que puis-je faire pour aider, ai-je demandé. Il a hésité. Juste une seconde. Mais je l'ai remarqué. Je pense que j'ai tout couvert, a-t-il dit, j'ai engagé une consultante en marque. Elle a été incroyable. Elle comprend vraiment la vision. C'était la première fois que j'entendais parler d'une consultante en marque. Son nom était je vais juste l'appeler ce qu'elle était la consultante. Elle avait 31 ans, avait travaillé pour une agence bien connue à Londres, et avait déménagé à Paris 8 mois plus tôt. Je l'ai googlé parce que, bien sûr, je l'ai fait. Son portfolio était impressionnant. Son Instagram était rempli exactement du genre d'esthétique épurée et confiante vers laquelle mon mari s'était orienté ces 2 dernières années. L'esthétique que j'avais discrètement aidé à façonner avant qu'elle n'existe dans nos vies. Je me suis dit que c'était professionnel. Je me suis dit que j'étais paranoïaque. Puis j'ai trouvé les SMS. Je ne cherchais pas. Je veux que ce soit clair. J'utilisais son ordinateur portable pour imprimer une étiquette de retour car notre imprimante est connectée à sa machine et ses messages étaient ouverts. J'ai vu son nom dans la conversation et j'en ai vu assez dans la ligne d'aperçu pour tout comprendre. Je suis restée immobile pendant environ 4 minutes. Puis j'ai imprimé mon étiquette d'expédition, j'ai remis l'ordinateur portable sur le comptoir et je suis allée me promener le long de la Seine. Je ne l'ai pas confronté, pas encore. J'en avais assez appris sur ma propre nature à ce moment-là pour savoir que confronter quelqu'un avant de comprendre sa position est la façon de perdre. J'ai appelé ma meilleure amie ce soir-là, la femme qui me connaît depuis que nous étions dans la même classe de première année à l'École nationale supérieure des arts décoratifs, qui était témoin à mon mariage. Qui a un esprit très précis et zéro patience pour la sentimentalité quand elle n'est pas justifiée. Combien de temps, a-t-elle demandé. Je ne sais pas, ai-je dit. Assez longtemps. D'accord, a-t-elle dit, ne bouge pas encore. Elle travaillait en droit de la famille, non pas comme avocate, mais comme parajuriste avec 15 ans d'expérience dans exactement ce genre de situation. Elle m'a dit de documenter les contributions financières, les contributions créatives, la chronologie. Elle m'a dit d'ouvrir un compte personnel séparé cette semaine-là, ce que j'ai fait dans une agence Crédit Agricole le lendemain matin. Elle m'a dit de ne pas changer mon comportement d'une manière qui signalerait que je savais. Je ne l'ai pas fait. Je l'ai aidé à préparer le lancement. J'ai relu le texte de la signalétique de l'événement parce qu'il me l'avait demandé et je l'ai bien fait. Je n'ai rien dit sur les SMS. Je n'ai rien dit sur la consultante étant autre chose qu'une consultante. J'ai mis de côté 12 ans de mémoire musculaire et j'ai agi normalement avec une précision qui m'a surprise moi-même. 2 semaines avant l'ouverture, il s'est assis avec moi après le dîner pour parler de la soirée de lancement. Il a dit, j'ai pensé à la liste des invités. Elle est très sélective, investisseurs, presse, équipe de vente au détail. Je pense qu'il est préférable que tu ne viennes pas. Je l'ai regardé. Tu vas me humilier devant les investisseurs, a-t-il dit. Je ne pense pas qu'il ait voulu le dire comme ça. Je pense qu'il a voulu dire quelque chose de plus doux. Quelque chose sur le fait que je ne correspondais pas à l'image qu'il présentait. Mais c'est ce qui est sorti. Tu vas me humilier. J'ai pensé aux 40 000 € de l'héritage de ma grand-mère. J'ai pensé aux conversations de 3 heures du matin où je le sortais des abîmes du doute et de l'échec. J'ai pensé à chaque pièce où j'avais été et où il ne m'avait pas présenté. D'accord, ai-je dit. Il a semblé soulagé. C'est la partie qui a fait le plus mal, en fait, le soulagement. La soirée d'ouverture était un jeudi d'octobre.
Je le sais parce que j'ai passé la majeure partie de cette journée à la table de la cuisine de mon amie avec une théière et un dossier qu'elle m'avait aidé à constituer au cours des 6 semaines précédentes. Le dossier documentait mes contributions financières à l'entreprise, le transfert de 40 000 €, traçable et daté, plus les reçus de diverses dépenses professionnelles que j'avais couvertes au fil des ans et qui totalisaient 18 000 € supplémentaires. Il documentait mes contributions créatives, les emails et les dossiers Dropbox où j'avais livré des éléments de marque, des textes et une direction stratégique, tous horodatés. Elle avait parlé à un collègue avocat de ce à quoi ressemblait la contribution du conjoint à une entreprise en vertu du droit de la famille français, et le tableau était considérablement plus favorable à moi que mon mari ne l'avait probablement imaginé. J'avais aussi discrètement appelé le service de santé publique de Paris 3 semaines plus tôt. Je veux expliquer cela attentivement. L'événement pop-up servait de la nourriture et des boissons sur place, du vin, de la charcuterie, le genre d'hospitalité soignée qui élève un lancement de vente au détail en une expérience. J'avais assisté à suffisamment d'événements de l'industrie en 12 ans pour savoir que les permis de services alimentaires temporaires en Île-de-France ont un ensemble spécifique d'exigences et j'avais une base raisonnable de croire. En entendant une conversation de planification que mon mari avait laissée en haut-parleur dans son bureau, que l'arrangement de restauration n'était pas passé par le processus d'autorisation approprié. Le traiteur avait été réservé à la dernière minute comme une faveur par l'intermédiaire d'un contact de la consultante. Je n'ai rien fabriqué. J'ai signalé une préoccupation potentielle de santé publique par le processus municipal standard. J'ai laissé mon nom et mes coordonnées. C'est tout. Puis je me suis rendue au lieu de l'événement, me suis garée rue de Rivoli et me suis assise dans ma voiture. De là où j'étais garée, je pouvais voir l'entrée. L'installation dans la vitrine était magnifique. J'ai reconnu la palette de couleurs immédiatement parce que c'était une évolution directe d'une palette que j'avais développée pour sa marque en 2019. Il y avait des photographes à l'extérieur. J'ai regardé une femme en long manteau arriver avec quelqu'un qui ressemblait à la presse éditoriale. J'ai regardé la consultante arriver dans quelque chose de noir et architectural et se tenir à côté de mon mari à la porte pendant que les gens le félicitaient. Je l'ai regardé sourire, le sourire que je l'avais vu pratiquer. Je me suis assise dans ma voiture et j'ai ressenti quelque chose que je n'attendais pas. Pas de la rage, pas de la peine, juste de la clarté. Le genre de clarté particulière et pure qui arrive quand on cesse enfin d'espérer que quelqu'un vous verra et que l'on commence à se voir soi-même à la place. J'ai conduit jusqu'à chez moi. J'ai fait du thé. J'ai appelé mon ami. La santé publique est arrivée à 20h40, a-t-elle dit, elle l'avait appris de quelqu'un qui était là. L'inspecteur avait des préoccupations concernant l'installation du service alimentaire. L'événement a été interrompu pendant que la conformité était évaluée. Au moment où la situation a été réglée, l'énergie dans la pièce s'était effondrée. Les investisseurs avaient des réunions tôt le lendemain matin, le photographe de presse est parti. À 21h30, la soirée d'ouverture était fonctionnellement terminée. Je n'ai pas fêté. Je veux être claire à ce sujet. Je me suis assise dans ma cuisine, dans un vieux pull, et j'ai pensé à 12 ans et j'ai ressenti de la tristesse pour 12 ans et j'ai ressenti de la tristesse pour la plupart d'entre eux, ce qui est, je pense, la chose la plus honnête à dire. Ce que j'ai ressenti, en plus de la tristesse, c'est le pouvoir d'agir. Pour la première fois depuis des années, j'avais agi en mon propre nom. Le lundi suivant, j'ai demandé le divorce. Je veux le répéter parce que c'est important. J'ai déposé la demande, pas lui. J'ai déposé la demande en premier, selon mon calendrier, avec la documentation préparée, un avocat retenu et une compréhension claire de la valeur de mes contributions à ce mariage, financières et autres, en vertu du droit français. Il m'a appelé dans les 2 heures suivant la réception des documents. Nous devons en parler, a-t-il dit. Mon avocat vous contactera, ai-je dit. Il a prononcé mon nom, de cette manière particulière qu'il utilisait quand il avait besoin de quelque chose de ma part. Je m'étais entraînée pendant 12 ans à répondre à ce son en m'adoucissant, en me rendant disponible, en m'adaptant. Je dois y aller, ai-je dit, et je l'ai fait. Le règlement a pris 7 mois. Le droit de la propriété familiale français est relativement clair concernant les actifs commerciaux accumulés pendant un mariage,
et mes contributions documentées, financières et créatives, ont été prises au sérieux. Je ne partagerai pas le chiffre exact, mais je dirais que 62 000 € ont une façon de fructifier lorsqu'ils ont travaillé dans une entreprise pendant 6 ans, et la loi a un terme pour cela. J'ai accepté le règlement, et j'ai fait 3 choses. Premièrement, j'ai engagé un conseiller financier et j'ai placé la majeure partie de cet argent dans un portefeuille diversifié. Des fonds indiciels, une partie dans un PEA, une partie dans un livret A parce que j'achetais à 41 ans ma première propriété en solo, un appartement dans l'est de Paris, 2 chambres, une bonne lumière, un balcon d'où je peux voir un morceau de la Seine les jours clairs. Deuxièmement, j'ai reconstruit ma pratique de freelance correctement cette fois, avec des limites et des tarifs qui reflétaient ce que je savais réellement. J'ai pris 3 clients le premier mois. Au printemps, j'avais un petit studio à Belleville et une liste d'attente. Troisièmement, et c'est la partie que je n'avais pas prévue, la partie qui me surprend encore, j'ai commencé à enseigner. Une amie d'une amie qui dirige un programme de développement professionnel pour les entrepreneurs créatifs m'a demandé si je voulais animer un atelier sur l'identité de marque et les partenariats commerciaux. J'ai presque dit non. J'y suis allée et j'ai parlé pendant 2 heures à une salle de personnes âgées de la fin de la vingtaine et du début de la trentaine sur la construction de choses, sur la connaissance de sa propre contribution et sur ce que cela coûte quand on ne le fait pas. 3 personnes sont venues me voir après. L'une d'elles était une femme d'une trentaine d'années qui finançait discrètement l'entreprise de son partenaire depuis 4 ans. Elle n'a pas dit grand-chose. Elle m'a juste regardé avec cette expression spécifique. Celle que j'ai reconnue et a dit « Comment saviez-vous quand arrêtez d'attendre ?» J'y ai pensé quand j'ai réalisé que j'attendais qu'il me voie, ai-je dit, et j'ai finalement compris qu'il l'avait déjà fait. Il n'a juste pas pensé que cela valait la peine d'être reconnu, a-t-elle acquiescé. Je pense qu'elle connaissait déjà la réponse. Parfois, il suffit de l'entendre de quelqu'un qui en est sorti. La marque de mon ex-mari est toujours en activité. Elle a eu un hiver difficile. J'ai appris par des connaissances communes que le partenariat de pop-up de vente au détail n'avait pas mené à la levée de fonds qu'il espérait. La consultante a quitté l'entreprise en janvier. Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas et je n'ai pas besoin de le savoir. Je n'ai pas d'animosité envers lui. Ce n'est pas une performance de grâce. Je le pense sincèrement. Il est ce qu'il est. Il voulait être vu comme quelqu'un qui a construit quelque chose seul. Et c'est un désir que je comprends maintenant, comme une sorte de blessure qui n'avait rien à voir avec moi, même si cela m'a tout coûté. Ce que j'ai au lieu de l'animosité, c'est mon propre nom sur un bail, mes propres clients qui savent exactement qui fait le travail, et une routine du mardi matin où je marche jusqu'au café de la rue Saint-Honoré. J'ouvre mon ordinateur portable et je travaille sur des choses qui m'appartiennent entièrement. Ma grand-mère aurait aimé cette version de ma vie. Je pense que c'était une femme qui construisait des choses discrètement et qui gardait des reçus, au sens figuré, et comme il s'est avéré, au sens propre. Les 62 000 € qu'elle m'a laissés ont été la graine de tout ce qui est venu après l'entreprise qu'il a construite et finalement la vie que j'ai reconstruite. Elle disait toujours que la personne la plus discrète dans la pièce est généralement celle qui a prêté le plus d'attention. J'y pense beaucoup maintenant. Je pense à combien de temps j'ai prêté attention aux mauvaises choses. Je ne le fais plus. J'ai beaucoup réfléchi à la cause et à l'effet depuis que tout cela s'est produit. Non pas dans un sens mystique. Je ne suis pas quelqu'un qui croit que l'univers tient les comptes, mais je crois que les choix que nous faisons discrètement au fil des ans s'accumulent en quelque chose, un modèle, une posture, et finalement un résultat. Pendant 12 ans, je me suis rendue plus petite pour que quelqu'un d'autre puisse se sentir plus grand. Ce n'était pas de la faiblesse exactement. Je pense que je l'aimais sincèrement et que je voulais sincèrement que l'entreprise réussisse. Mais il y a quelque chose que je ne comprenais pas alors et que je comprends maintenant. Quand vous acceptez constamment moins que ce que votre contribution vaut, vous n'êtes pas généreuse. Vous apprenez à quelqu'un comment vous traiter. Et certaines personnes sont des élèves très volontaires. Mon mari ne s'est pas réveillé un jour en décidant de m'effacer. C'est arrivé progressivement, comme la plupart des choses. Une pièce où il ne m'a pas présenté, un crédit qu'il n'a pas donné. Une décision qu'il a prise sans demander. Chacune assez petite pour être ignorée. Ensemble,
elles ont construit un mur que je n'ai pas remarqué avant d'être déjà à l'extérieur. Ce que je suis encore en train de démêler, c'est mon propre rôle là-dedans. Non pas pour me blâmer, j'ai passé assez d'années à le faire sans que cela ne change quoi que ce soit. Mais pour être honnête, j'avais tellement peur d'être le genre de personne qui fait des demandes, qui garde des traces, qui demande à être reconnue que je suis devenue quelqu'un qui pouvait être tenu pour acquise sans conséquence. Ce n'est pas un défaut de caractère, mais c'est quelque chose qui mérite d'être vu clairement. L'histoire de la soirée de lancement, l'appel téléphonique, le problème de permis, tout cela. Je veux être honnête à ce sujet aussi. Je ne l'ai pas fait par rage. J'avais dépassé la rage à ce moment-là. Je l'ai fait parce que j'avais passé 12 ans à fonctionner sur l'hypothèse que si j'étais assez bonne, assez patiente, assez utile, cela finirait par être reconnu. Et quand j'ai finalement compris que cela ne le serait pas, j'ai cessé d'attendre la reconnaissance et j'ai commencé à agir dans mon propre intérêt. Ce n'est pas de la vengeance. C'est juste être éveillé. Ce que je veux dire à quiconque reconnaît quelque chose dans cette histoire, c'est de documenter vos contributions. Non pas parce que vous vous attendez à une trahison, mais parce que connaître votre propre valeur concrètement, par écrit, par des reçus, par des horodatages, est un acte de respect de soi. C'est aussi, comme il s'avère, très utile dans le contexte du droit de la famille français. La chose la plus difficile que je veux dire est ceci, la résilience ne consiste pas seulement à se relever. C'est se relever différemment. C'est se demander ce que l'on faisait qui a rendu la chute possible et s'ajuster, non pas par honte, mais par intelligence. J'ai reconstruit ma pratique avec des limites que je n'avais pas auparavant. Je facture mon travail avec précision maintenant. Je me présente en premier dans chaque pièce. Ma grand-mère a gardé des reçus toute sa vie. Je pensais que c'était juste sa génération, pratique, non sentimentale. Je comprends maintenant que c'était autre chose. C'était la connaissance que vos contributions sont réelles, qu'elles comptent, et que vous êtes la seule responsable de vous assurer qu'elles sont prises en compte. C'est la chose que personne ne vous dit quand vous avez 29 ans et que vous êtes amoureuse et que vous signez un chèque de 40 000 € parce que cela semble être la bonne chose à faire. Votre intégrité, votre travail, votre créativité, ils ont de la valeur, que quelqu'un choisisse ou non de les reconnaître. La reconnaissance est leur travail, le savoir est le vôtre. J'apprends encore cela. Mais je l'apprends dans un appartement avec une bonne lumière et une liste de clients qui est la mienne seule. C'est assez pour l'instant.